Bonsoir à toutes et tous. C'était un peu anxiogène là, ok, merci. Ces épisodes, donc je vais essayer de revenir dans le réel plutôt que d'être dans la fiction. Moi, je suis Victoria. J'ai 30 ans et à 27-28 ans, j'ai quitté mon travail. J'étais ingénieure. J'ai poursuivi un parcours assez, je dirais classique ou élitiste dans une vision particulière du système. Et en fait, j'ai déserté ce milieu-là qui, pour moi, participe à une entreprise guerrière contre le vivant et contre le social également, parce que quand on parle d'écologie, je pense que c'est important qu'on parle de l'humain et du social. Et en fait, donc, j'ai déserté ce milieu-là pour réaliser un tour de France, en effet, comme le disait Amine, des solutions. Parce qu'en fait, dans le milieu dans lequel j'ai évolué, je ne connaissais que le milieu justement de l'intérieur, comme on voyait avec la ministre dans le dernier épisode, le milieu du système, quoi. Et je ne connaissais pas ce que c'était le milieu rural, je ne connaissais pas ce que c'était le milieu paysan. Je ne connaissais pas ce que c'était vraiment des solutions portées par des citoyens et des citoyennes. Ce que je voyais surtout, c'était des solutions qui venaient d'en haut. Et j'ai voulu illustrer ce que je voyais sur le terrain avec des reportages vidéo que j'ai diffusés sur les réseaux sociaux pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir le privilège que j'ai eu de pouvoir quitter mon travail et m'octroyer cette aventure-là, entre guillemets. Donc j'ai voulu le partager parce que je trouvais que c'était vraiment d'intérêt général. Et en fait, il y a eu une forme d'émulation autour de ce contenu, ce qui a fait que j'en ai créé un média, je l'ai pérennisé. Alors, c'est un média au sens que ça diffuse de l'information, parce que les reportages ont une vocation à diffuser de l'information. Et en fait, maintenant, j'en ai fait mon métier, au sens où je gagne chichement ma vie, mais en tout cas un petit peu, grâce à ça. Et c'est ce qui a fait aussi que j'en suis venue à être ici ce soir pour échanger sur le rôle des médias dans notre société, et notamment vis-à-vis des enjeux climatiques et sociaux, environnementaux et sociaux, je dirais de façon plus large. Alors, je vais prendre le rôle d'Héloïse, 30 secondes. Concrètement, ces reportages, tu y montres quoi ? Alors, donc ces reportages, en fait, je vais sur le terrain pendant 2 à 3 semaines dans des lieux de vie, je dirais alternatifs. Donc, ça peut être des écolieux, ça peut être des zones à défendre, ça peut être des squats, ça peut être des lieux paysans, ça peut être aussi des lieux d'initiatives citoyennes politiques, comme par exemple la Convention citoyenne pour le climat. Et je vais être en immersion pendant 2 à 3 semaines et je vais filmer, interviewer pour pouvoir faire un récit d'une dizaine de minutes en vidéo que je vais diffuser. Voilà. Et donc en présentant toujours des solutions finalement aux problématiques qui sont posées lors de ces reportages. C'est par rapport aux thématiques, par exemple les thématiques que je vais aborder, là c'était évoqué dans le dernier épisode, je vais aborder les low-tech, la question des low-tech, donc des basses technologies qui sont des alternatives à la high-tech. Je vais aborder la question de l'habitat léger, la question de la paysannerie, de la néo-paysannerie par rapport à l'agriculture industrielle. Donc c'est toujours en fait des alternatives, en effet, qui vont être une réponse à apporter un dysfonctionnement, moi ce que je considère être un dysfonctionnement sociétal. Et donc c'est toujours introduit aussi par une critique d'une situation particulière. Par exemple, quand je parle de l'habitat léger, je vais faire une critique justement de comment aujourd'hui on se loge. Donc je vais parler du mal logement, de la crise du logement, et montrer comment l'habitat léger peut être une solution, mais aussi avoir un certain regard par rapport à cette solution et pas la présenter comme étant la panacée. Oui, c'est ça, avoir un regard critique. Alors, je ne sais pas si Héloïse est arrivée ou pas. On va s'interviewer entre journalistes, c'est ce qui va se passer. Alors moi, je peux me présenter en 2 mots. Donc Benjamin Perel,
l'un des cofondateurs de Médiacité. Donc Médiacité, c'est un site d'enquête et d'investigation dans les grandes villes. On est présent à Lille, à Lyon, à Toulouse et donc à Nantes. On a créé ça, alors pour faire un peu le parcours, pareil, un parcours de journaliste assez classique. Et puis en 2015, je travaillais à l'Express, enfin on travaillait à l'Express avec un certain nombre d'autres cofondateurs de Médiacité. Et à cette époque-là, l'Express a été racheté par Patrick Drahi. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez sans doute le patron de SFR, qui est ensuite devenu celui de Altis, donc BFM, etc. Enfin, et il arrivait avec un projet pour le journal qui nous intéressait pas beaucoup, et puis on n'avait pas forcément très envie de travailler sous sa direction. Et donc avec 4-5 collègues, on s'est lancé pour créer un site, donc Médiacité, en se disant que ce qui manquait localement, on va dire, c'était plus d'enquête et d'investigation. L'analyse, c'était de se dire, voilà, avec la décentralisation, au fur et à mesure des années, les grandes métropoles françaises ont pris de plus en plus de poids, ont pris de plus en plus de pouvoir. Les élus gèrent des budgets de plus en plus importants, que ce soit au niveau de la ville ou des communautés d'agglomération, métropoles, etc. Et parallèlement à ça, le paysage médiatique, lui, avait plutôt eu tendance à se restreindre et était souvent monopolisé par un grand titre, une grande chaîne, une chaîne de télévision, une radio, et que ça manquait un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, de pluralisme. Et qu'il fallait donc essayer de créer une nouvelle dynamique au niveau local en essayant d'aller titiller les pouvoirs locaux et les interroger sur leur politique. Donc nous, on est beaucoup moins dans la solution que dans la critique, donc, ce qui est en un sens un défaut, mais on estime qu'il y a aussi besoin de critique. On essaie de se soigner en apportant de temps en temps des solutions, mais je pense qu'on a deux approches assez complémentaires, et on travaille alors en partie sur les questions climatiques. Nous, l'idée, c'est d'interroger tous les pouvoirs locaux. Donc, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir des grandes entreprises, mais ça peut être aussi les grandes institutions culturelles, les grandes institutions sportives. Bref, tout ce qui a du pouvoir, et d'essayer d'enquêter sur la façon dont sont menées les politiques publiques et comment elles influent sur notre société et sur notre façon de vivre. Et je crois que... Donc merci pour les présentations. On va pouvoir mieux comprendre de ce que vous pouvez parler, donner votre avis. Je vais inviter Héloïse à venir vous rejoindre donc, pour animer ce débat, se présenter aussi. Et puis voilà, c'est ce qu'on appelle la magie du direct. Bonjour, je vous prie de m'excuser pour cet aléa de timing. Donc je crois que Benjamin et Victoria viennent de se présenter, c'est ça? Vous avez présenté respectivement vos médias. Ok. Donc on est là aujourd'hui pour parler de la place de la question climat dans les médias. C'est un débat qui suit la projection l'effondrement. Alors on espère ne pas en arriver à cet effondrement, mais la question se pose. Rien que la semaine dernière, on a quand même eu des négociations sur le climat qui amèneraient, même si tous les États respectaient leurs engagements, selon les estimations de l'ONU, à une hausse de 2,7 degrés. Donc on est vraiment vers des changements profonds, des bouleversements profonds, voire dramatiques. Est-ce que les médias en parlent assez? Est-ce que les médias en parlent bien? C'est la question qu'on va se poser ensemble ce soir. Récemment, dans un sondage qui a été fait pour les assises du journalisme, plus de la moitié des Français estiment que les médias ne parlent pas assez des questions liées au changement climatique. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que les médias ne parlent pas assez de ce sujet? En fait, je pense que la question, c'est de quels médias on parle. Et en fait, quand on regarde la diversité des médias et quels sont les médias qui ont le plus d'audience, en effet, on voit clairement qu'il y a il y a une problématique en termes d'approche même, enfin déjà de est-ce qu'on aborde la question et après ensuite comment on l'aborde. J'imagine que, enfin,
quelle question a été posée aussi aux personnes qui ont été sondées? Est-ce que la question, ça a été, quand vous regardez la télé, quand vous écoutez la radio, est-ce que vous pensez qu'on parle suffisamment de médias ou pas, enfin suffisamment d'écologie ou pas? Finalement, on a aussi, il y a énormément de médias qui abordent la question environnementale, mais c'est souvent des petits médias qui ont une audience beaucoup moindre. Donc je pense que la question, elle va se poser en fonction aussi de quel prisme, sous quel angle on regarde cette question-là, cette question médiatique. Je pense que surtout, quand on regarde, en fait, le fait d'aborder l'environnement ou pas, elle se pose ici en fonction de... le média, en fait, c'est aussi un outil de propagande, en fait, un outil de diffusion de l'information, mais qui peut être utilisé comme un outil de propagande. Et aujourd'hui, quand on voit par qui sont possédés les médias mainstream, on voit bien que la neutralité de l'information, en fait, elle n'est pas si évidente, et que la question climatique aujourd'hui, quand on veut rester, par exemple, si on voulait rester sous la barre des 1,5 degrés, elle demande de remettre en question un système économique et une organisation de société qui ne bénéficie pas en tout cas aujourd'hui, qui bénéficie à celles et ceux qui possèdent les médias dominants. Et donc, ils vont pas, ils vont avoir aucun intérêt à aborder la question climatique sous un angle d'écologie radicale qui est aujourd'hui, en tout cas clairement, vu ce que dit le GIEC, l'écologie qui est à suivre. Donc, en fait, la question de, oui, est-ce que les médias abordent ou pas cette question? En fait, le fait de ne pas aborder la question climatique, c'est une façon d'aborder la question climatique aussi. Si on refuse de se positionner, ou sinon, on va l'aborder en minimisant, en faisant porter la responsabilité sur le citoyen sans jamais questionner la question du système, la question de l'industrie, la question politique. Donc déjà, voilà, c'est vraiment qui est-ce qui va parler de l'environnement, de quels médias on parle, parce que justement, quand on va regarder des médias qui sont plus indépendants et plus spécialisés sur la question écologique, ou en tout cas, qui sont tout simplement plus indépendants, par exemple plus locaux aussi, on s'aperçoit que ces questions-là, en fait, elles sont beaucoup plus abordées. Et c'est juste que finalement, c'est pas les médias qu'on va avoir sous les yeux quand on va se promener dans le métro, par exemple, parisien, ou quand on va écouter la radio, ou quand on va allumer la télé. Et pourquoi, en fait, on les entend pas? Parce qu'il y a moins d'argent derrière aussi, qui permet moins de diffusion. Et donc, je pense qu'en fait... aujourd'hui, peut-être qu'il y a ce sentiment de « on ne parle pas assez de la question climatique dans les médias », mais en fait, c'est ce sentiment-là, en fait, il révèle une organisation systémique qui est justement liée au fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans un système qui est en train de s'effondrer, en fait. C'est sûr que la concentration des médias dans les mains de quelques industriels, elle se pose. Je ne sais pas si le micro marche. Oui. Là, encore récemment, on a Bolloré qui est en train de racheter de nouveaux médias. C'est sûr que ça pose des questions sur la place que ces questions vont avoir dans ce type de médias. Toi, Benjamin, est-ce que tu penses aussi que les médias, c'est pas qu'ils n'en parlent pas, mais c'est peut-être ceux qu'on voit moins qui en parlent le mieux? Oui, c'est sans doute ceux qu'on voit moins qui en parlent le mieux. C'est toujours la difficulté avec les médias. C'est qu'on ne sait pas véritablement de quoi on parle. Souvent, on pense aux médias qu'on a vus là dans l'épisode, en l'occurrence une émission de télévision qui ressemble beaucoup à celle de Cyril Hanouna. Bon, c'est pas les médias. Parfois, on peut juger ça comme les médias, mais ce ne sont pas les médias. Enfin, les médias ne se résument pas à cette émission-là, comme ils ne se résument. Ils ne se résument pas au journal de TF1 ou à la première page du Figaro. Donc, difficile de quantifier, en fait, si les médias en parlent assez ou pas assez. Certains médias n'en parlent certainement pas assez, d'autres en parlent beaucoup. C'est aussi la question de comment offrir au lecteur la possibilité d'aller chercher finalement l'information qui l'intéresse, apporter l'information à sa connaissance. En fait, la question climatique, la question du changement climatique, la question écologique, elle est portée dans énormément de médias, petits, moyens, etc. Mais souvent,
le public ne le sait pas, ne le connaît pas, parce que ce sont effectivement ce que tu disais, hein, de petits médias, des médias à audience limitée, et que les titres qui dominent le paysage et qui sont souvent donc rangés dans cette catégorie, les médias, je ne vais pas dire qu'ils n'en parlent pas, parce que ce serait faux, ils en parlent quand même. Mais en tout cas, à ce moment-là, peut-être pas suffisamment. C'est comme ça, en tout cas, que je comprends la réponse à ce sondage. Et alors, dans ce même sondage, les gens disaient, les Français voudraient une information concrète porteuse de solutions à 51%. Est-ce que, pour parler... Ça veut dire qu'il y en a 49% qui veulent quelque chose de pas concret, qui n'apporte pas de solution, ce qui est quand même assez inquiétant. Mais, bon. Est-ce qu'il faut arrêter de parler du climat de manière anxiogène ? En fait... Ouais, je pense que la question de l'anxiété, elle est fondamentale. Enfin, ça fait partie de nos émotions humaines. Et en fait, la situation... Enfin, je repense à un discours de Nicolas Hulot à la Convention citoyenne pour le climat qui, quand il avait été auditionné par les citoyens, il disait « Oh là là, aujourd'hui, on dit que Nicolas Hulot, il est devenu radical. » Et il disait « Mais non, en fait, c'est la situation qui est radicale. » La situation, elle est radicale quand on parle d'effondrement de la civilisation humaine, de la biodiversité. C'est normal d'avoir de l'anxiété. C'est le lien aussi avec la question de la vie, de la mort. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre ce type d'émotions et de ressentis sous silence. Parce que justement, remettre aussi sous silence ces émotions, c'est faire un peu le jeu... du système dans lequel on est aujourd'hui, qui est un système où on doit être coupé de ses émotions, un système très individualiste, très robotisé. Et en fait, non, c'est OK. Et je pense que c'est important d'accueillir en fait ce ressenti-là. Mais en effet, il faut pouvoir, en fait, sur la courbe de deuil, enfin justement, il y a une courbe de deuil qui a été... je ne sais plus théorisé par qui, mais en tout cas, c'est un outil à disposition des personnes justement qui sont dans ce processus de prise de conscience de la réalité environnementale. Donc, en fait, l'anxiété fait partie d'une courbe de deuil et il faut pouvoir passer d'une émotion à une autre. Et donc, c'est vrai que c'est important aussi pour générer un passage à l'action et de ne pas rester en état de sidération, de tétanie et de pouvoir en fait continuer à vivre. Parce que, bon, là, en fait, on a la chance de faire partie des personnes les plus privilégiées au monde face à la crise environnementale, alors que nous sommes responsables de cette crise environnementale, quand même. Encore qu'en Allemagne ou en Belgique, on a déjà des effondrements de terrain, des inondations, donc il y a déjà des gens qui meurent en Europe. Mais en fait, on a quand même la possibilité de réaliser des choses. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus être que dans l'anxiété. Enfin, il faut avoir plusieurs... en fait, il faut avoir un discours qui est pluriel. Et après, c'est vrai que par rapport justement à la critique qui est portée... par ton média. Moi, je pense que c'est important aussi, comme on le disait dans l'introduction, de ne pas apporter des solutions qui soient vues comme une panacée et d'apporter un regard critique. Parce qu'en fait, par exemple, je le vois dans le milieu des alternatives, il y a beaucoup d'alternatives qui sont vues comme étant, mais si je réalise ça, après, je dois plus m'occuper de rien, j'ai atteint la checklist de la bonne écolo. Sauf qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont soit des fausses solutions, donc du greenwashing, soit des solutions en fait qui sont pas encore éprouvées parce qu'on innove en fait. Enfin, même si l'innovation c'est pas forcément un discours que j'aime porter, mais on innove d'un point de vue social, environnemental, et en fait, c'est normal qu'il y ait des choses qui ne marchent pas des fois dans les solutions, et il faut pouvoir les éprouver et aussi avoir un regard critique par rapport à ça. Et finalement, c'est jamais abouti, quoi. Enfin, même si on a des alternatives qui existent, on peut encore avoir de l'anxiété. Oui, je pense que c'est important de pas effacer ça de son discours non plus. Pas fermer les yeux, en fait, sur ces questions-là. C'est ce que tu penses aussi Est-ce qu'il faut être un peu anxiogène, mais pas trop Oui, il faut être un peu il faut être un peu anxiogène, mais pas trop. Il faut essayer d'apporter des solutions parce que sinon... ça peut être terrible à la lecture d'un... Encore une fois, moi je parle d'un prisme journalistique. Hein. Quand on fait un journal ou un site internet, si
95% des articles que l'on produit ne sont que des articles anxiogènes qui dénoncent et qui n'apportent rien, qui ne permettent pas justement de dépasser le stade du constat et de l'anxiété pour essayer d'être utile finalement dans la vie quotidienne du lecteur. On va vite... on aura loupé une partie, je pense, de ce que l'on voulait faire au départ et de ce que l'on devrait faire. Après, chacun sa ligne. C'est dommage qu'Hélène soit pas là parce que typiquement, Médiacité et le magazine des autres possibles, c'est deux approches différentes du même sujet. On retrouve souvent les mêmes sujets traités chez les uns et chez les autres, c'est-à-dire les politiques publiques, la façon dont, par exemple, là, la mairie de Nantes va traiter la question des ordures, de la gestion des ordures, etc. Nous, on va l'approcher de façon un peu plus critique, en allant expliquer comment fonctionne le tri, le recyclage, ou comment ne fonctionne pas si bien que ça le tri et le recyclage à Nantes. On avait fait une longue enquête là-dessus qui montrait qu'il y avait à peine 8% des déchets qui étaient dans les fameux sacs jaunes qui étaient effectivement recyclés. Et le magazine des autres possibles, ils vont traiter aussi ce sujet-là, mais en essayant avec une approche de solution, ce qu'on appelle le journalisme de solution, et en essayant de leur côté d'apporter des exemples d'initiatives qui sont prises sur tel ou tel territoire et qui fonctionnent, qui permettent de faire évoluer les choses. Donc nous, on va arriver avec le côté un petit peu mettre sous le feu des projecteurs la problématique, et derrière, un magazine comme le MAP va partir aussi de ce constat, mais va essayer d'apporter en plus d'autres solutions. Nous, il y aura eu un gros travail d'enquête et ensuite il y a un gros travail de proposition. Donc c'est ces deux approches complémentaires en fait qui permettent, je pense, d'avancer. En tout cas sur une zone locale, sur un territoire, c'est une complémentarité qui fonctionne assez bien. Même si on ne travaille pas directement ensemble, je trouve qu'il y a un bel équilibre. Oui, tout à fait. Et à propos d'investigation, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce que certains médias font mal, mais je pense qu'il est aussi important de rappeler qu'il y a des journalistes qui font leur travail très bien et même au péril de leur vie sur ces questions-là. Je lisais en préparant cette conférence une étude de l'ONG Reporters sans frontières en 2020 qui disait qu'au moins 20 journalistes spécialisés dans l'environnement ont été tués au cours des 10 dernières années dans le monde. Donc voilà, il faut aussi, je pense, rappeler que derrière cette impression que la problématique n'est pas traitée ou pas bien traitée, il y a aussi des gens qui se bougent et qui font des choses très importantes. Et c'est bien qu'on le garde en tête. À propos de ces questions aussi, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la question de la formation des journalistes. Est-ce que finalement, c'est vrai, le climat, c'est une question complexe. Ça fait appel à des connaissances scientifiques que les journalistes n'ont peut-être pas forcément au départ. Est-ce que c'est quelque chose qui est, selon vous, à améliorer ? Toi, Victoria, justement, avec ton parcours, tu t'apportes aussi un autre regard sur ces questions. Ouais, du coup, moi, c'est vrai que je n'ai pas de formation de journaliste. Je ne suis pas passée par une école du tout. Après, aujourd'hui, justement, le métier de journaliste, c'est de produire du contenu d'information, de faire la majeure partie de son temps, en tout cas de ses rémunérations, obtenir ces rémunérations en produisant un contenu journalistique, donc de diffusion d'informations. Il n'y a pas besoin d'être validé par un diplôme, même s'il y a tout un protocole quand même de transmission. En fait, il ne faut pas non plus que ça soit un outil c'est forcément un outil qui amène à une... En fait, il faut être très prudent avec la façon dont on transmet l'information, parce que la façon dont on transmet l'information, normalement, l'information, elle doit être suffisamment analysée, digérée par justement le journaliste pour que la personne qui
lisent, elles puissent se dire bon, bah, y a déjà quelqu'un qui a tout checké, qui a tout vérifié, qui est allé sur le terrain, et donc maintenant j'ai plus qu'à recevoir l'information et pouvoir en nourrir ma réflexion. Et donc ça peut être en effet un outil de propagande. Et c'est vrai que j'en reparle, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors peut-être pas par rapport au niveau environnemental, mais par rapport au fascisme qui aujourd'hui qu'on entend dans tous les médias de mainstream. Et donc je pense que c'est important en tant que journaliste ou quand on diffuse de l'information, on a une responsabilité vis-à-vis des citoyens, des citoyennes, mais par rapport aussi à l'organisation sociale, parce qu'on influe en fait sur la pensée collective, sur les mythes collectifs. Donc il y a ça. Après, moi justement, dans ma démarche, j'ai manqué de quelque chose, c'est-à-dire que moi, j'ai manqué de quelque chose, c'est-à-dire qu'en tant que citoyenne, je n'avais pas l'information que je souhaitais sur les réseaux ou en tout cas dans les médias que je regardais. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, je vais créer ce qui me manque, moi, et finalement, ce à quoi j'ai accès comme information et qui aujourd'hui, je ne le vois pas diffusé de la façon dont j'aimerais que ça soit diffusé. Et en fait, il s'avère que mon besoin, en fait, il était partagé par énormément de personnes, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais il y a aussi, je pense, une dimension automédiatique qui aujourd'hui se retrouve beaucoup dans les lieux de lutte, au sens où il y a une défiance aussi à l'égard des journalistes dans les milieux de lutte d'écologie radicale, puisque ce sont quand même des personnes qui ont été, à un moment ou à un autre, trahis par une parole journalistique. Et je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais c'est quand même des ressentis, des choses qui sont arrivées. Et donc c'est aussi, je pense, un devoir en tant que journaliste de pouvoir se mettre à la portée des personnes dont ils vont décrire la réalité, ou ils vont décrire une réalité qui va être transmise à d'autres. En fait, le journaliste fait le pont entre plusieurs réalités. Et je pense qu'il faut des fois aussi ne pas arriver avec un regard un petit peu colonisateur où tiens, je vais brosser un portrait de ce qui se passe et ensuite envoyer une pige et ensuite ça part et voilà, parce que ça conditionne la pensée, le regard qu'on va avoir sur l'autre. L'autre va en subir les conséquences, qu'elles soient positives ou non. Et donc je pense qu'on a une certaine responsabilité. Et c'est vrai que quand en fait on balaye plein de sujets en permanence, on n'a pas une spécialité qui se développe, on n'a pas une connaissance aguerrie d'un terrain particulier. Et donc c'est pour ça aussi que je pense qu'en effet c'est important d'avoir un regard terrain, sauf qu'après est-ce qu'on a le temps d'aller faire du terrain ou pas quand on doit produire un maximum de contenu d'information. Et je pense aussi que les personnes pour moi qui sont les plus légitimes pour parler aussi d'elles-mêmes, c'est les personnes qui vivent en fait le quotidien. Par exemple, quand François Ruffin, là, il est allé faire une enquête sur les métiers du lien pendant le confinement pour justement faire des propositions de loi qui étaient en cohérence avec le vécu de ces femmes, parce que c'est principalement des femmes qui sont dans les métiers du care, les métiers du soin. En fait, il allait sur le terrain et en fait, c'est en fonction des besoins qui étaient sur le terrain qu'il a fait remonter quelque chose. Et je pense que c'est en fait cette capacité à se mettre à la place de l'autre, cette capacité à être dans l'empathie, cette capacité à aussi être rigoureux sur ce qu'on transmet. Et je pense que, alors je ne sais pas quelles sont les formations, je dirais diplômantes au niveau journalistique, qu'est-ce qui est demandé, mais moi en tout cas de mon côté, en tant que automédia, c'est-à-dire que je me mets médiatiquement, enfin je me mets à disposition de certaines luttes pour médiatiser ce qui est porté. Il y a vraiment je me mets à disposition et je me mets des fois même pas en position basse, mais je suis là juste pour exprimer une certaine parole. Et je pense qu'aussi, par exemple, par rapport à ça, moi je l'ai vécu des fois aussi sur le terrain, où par exemple des journalistes vont arriver, vont faire un article, ça prend 3-4 heures, vont venir 3-4 heures sur une zone, sur une ZAD par exemple, vont repartir à la rédac, vont faire une pige et hop, elles vont il y a un cachet qui est empoché. Alors que pendant ce temps-là, les personnes sur le terrain, elles sont en train de lutter, et donc il y a aussi un sentiment d'appropriation du sujet. Et donc je pense que c'est important aussi qu'il y ait ce lien de confiance qui soit établi entre les journalistes et le terrain. Donc ça, je ne sais pas si ça passe par la formation, mais je pense que ça passe par la façon dont on travaille et ce qui est attendu de la part des agences de presse et des grosses rédacs, en fait. De quelle manière on traite le journaliste, qu'est-ce qu'on attend de lui.
Oui, c'est pas tant une question de formation qu'une question de temps. Enfin, en tout cas, c'est une question d'économie des médias. Dans quelle économie vivent les médias? Ils vivent dans une économie de plus en plus contrainte, de plus en plus paupérisée. Et c'est effectivement ce qui est fondamental pour faire correctement son travail de journaliste, pour pouvoir retranscrire correctement ce qui se passe sur un terrain, un endroit, pour pouvoir embrasser complètement l'ampleur d'un sujet, en comprendre les tenants, les aboutissants, pour à la fin restituer quelque chose qui soit honnête et vrai. Le facteur fondamental, c'est le temps dont on dispose. Si on passe 3 semaines auprès de personnes à étudier la façon dont ils vivent, y participer, les écouter, etc., ou si on y passe 2 heures, le rendu ne sera forcément pas le même. Donc ça, c'est une question fondamentale, cette question du temps. Or, le temps, c'est de l'argent, et les entreprises de presse en disposent de moins en moins. Donc effectivement, c'est ce que tu décris. Elles vont demander, écoute, tu vas me faire un article sur ce qui se passe dans cette ZAD à tel endroit. T'es gentil, mais il faudrait qu'on l'ait dans l'édition de demain. Donc le journaliste va prendre sa voiture, il va y passer 3 heures, il va revenir, il va écrire son article, et le lendemain, tu auras cet article, mais qui... Effectivement, il n'aura pas eu le temps de creuser le sujet. Il n'aura pas eu la possibilité. C'est certes, c'est sa responsabilité, mais aussi, plus globalement, c'est la responsabilité du système économique médiatique tel qu'il est actuellement. Nous, à Médiacité, ce qu'on voulait justement éviter, c'était ça. Donc c'était l'idée de se dire, si on traite un sujet, qu'on traite peu de sujets, on a une grosse enquête par semaine, et cette enquête, on va laisser aux journalistes qui en ont la charge 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour la mener. Donc ça, c'est le temps d'interroger, non pas 2-3 personnes sur un sujet, mais plutôt 20 ou 30. Donc c'est forcément arriver avec de la nuance, de la profondeur, ce que ne permet pas un traitement, on va dire, plus classique de certains sujets. Pour embrayer sur la formation, c'est sûr qu'en termes scientifiques, il y a un vrai manque de formation chez les journalistes. Enfin, je regardais des chiffres tout à l'heure. Il y a 35 000 cartes de presse en France, si on limite la définition de journaliste au titulaire de la carte de presse. Il y a 4 formations qui sont en lien entre journalisme et science. La plus ancienne date de 93, et elle forme, je faisais le calcul, elle a formé 250 étudiants depuis 1993. Donc 250 personnes sur les 35 000. C'est dérisoire. Donc il y a un vrai manque effectivement en termes de culture scientifique. Moi, j'ai fait une école de journalisme, j'y ai passé 2 ans. J'ai eu absolument aucun cours, aucune formation, rien sur la science. On venait tous, sur les 25 de ma promotion, on devait tous venir de formations plutôt littéraires, classiques, histoire, etc., etc. Pas de formation scientifique. Je n'ai pas le souvenir, peut-être qu'il y en avait 1 ou 2, mais c'était vraiment les exceptions. Et c'est ça, génération après génération, année après année. Il y a une culture scientifique très faible chez les journalistes. Si on prend la masse, évidemment, il y a des cas. Et puis après, il y a les gens qui vont se former sur le terrain, qui vont devenir des spécialistes parce qu'ils vont prendre le temps, on va leur donner le temps justement d'étudier un sujet, de traiter un sujet pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, à ce moment-là, ils vont acquérir finalement la culture qui leur manquait au départ. Mais encore une fois, on retombe sur cette question, c'est combien de temps on leur donne pour approfondir un sujet. Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que justement, peut-être la diversité des parcours est intéressante. Toi, tu n'as pas de formation de journaliste, mais tu as une formation d'ingénieur. Donc peut-être que sur les questions scientifiques, finalement, tu auras aussi une forme d'expertise que certains journalistes n'ont pas. Donc finalement, c'est ça aussi qui est bien, c'est de se dire qu'avec différents parcours, peut-être qu'on arrivera à avoir un traitement plus varié et donc plus intéressant. Sur la précarité des journalistes, qui vont vite sur les terrains, c'est qu'ils sont aussi souvent pas très bien payés, notamment les journalistes indépendants. Je regardais les chiffres pour donner un peu une indication. Dans un média comme Mediapart, un article, il est rémunéré 70 à 92 euros bruts pour 1500 signes. Donc ça fait quelques centaines d'euros pour un article dans un média qui marche plutôt bien, Mediapart. Le Monde, c'est 74 euros pour 1500 signes. Donc c'est vrai que peut-être que dans ces conditions de rémunération aussi, les journalistes
n'ont pas forcément le temps ou l'argent de fouiller les questions. Et c'est une question qui se pose également. Il y a une question que souvent, puisque je suis moi-même journaliste, j'entends autour de moi, beaucoup de gens se demandent est-ce qu'il y a des tentatives d'influence ou de lobbying sur les journalistes et c'est vrai que sur ces questions du climat, on peut se demander est-ce que finalement, si on en parle aussi peu, c'est parce qu'il y a un gros lobbying de la part des entreprises pétrolières ou autres. Donc, est-ce que vous, dans le cadre de votre profession, on vous a déjà fait des propositions, vous avez déjà assisté à des tentatives d'influence ? Je pense que tu seras peut-être plus concernée. Moi, comme j'ai pas à vendre forcément du contenu à des agences de presse, parce que justement par rapport au modèle économique, je vais juste revenir deux petites secondes dessus, une minute ou deux dessus. Moi, en fait, quand je réalise un reportage vidéo, soit je vais le vendre, par exemple, à Monsieur Mondialisation avec qui je travaille, soit, par exemple, je travaille aussi avec des instituts culturels, donc je vais leur vendre le reportage, mais généralement, je leur renvoie le reportage une fois terminé. Donc, en fait, je ne vais pas leur dire, tiens, je vais sur le terrain, je vais faire ça. J'ai l'habitude de travailler avec eux. Donc, je leur envoie une fois qu'il est terminé. Et jusqu'à présent, on m'a jamais dit de revenir sur quelque chose, mais ce sont des instituts, ou en tout cas Monsieur Mondialisation, qui me laissent carte blanche et qui a une vision assez radicale de l'écologie. Voilà, donc on est assez raccord sur les idées. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour 3 semaines de travail, des fois je vais vendre un reportage entre 400 et 1000 euros pour 3 semaines de travail en fait. Donc après, moi, j'arrive à vivre chichement, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de crédit, tout ça. Mais en fait, aussi, j'ai fait ces choix de vie parce que en fait, c'est comme ça que je peux vivre. Et c'est vrai que en fait, cette précarité-là, elle influe en fait sur nos choix de vie, sur nos modes de vie, sur la façon dont on va mener notre travail. Donc des fois, en fait, ça demande aussi à certains journalistes d'être dévoués à la cause, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire que si on veut faire du bon travail, faut pas avoir d'enfant, pas de crédit, rien du tout, quoi. Enfin bref, des fois, c'est un peu comme ça. Il y a d'autres choses possibles, mais en tout cas, il n'y a pas de solution d'échelle pour l'ensemble des journalistes indépendants, en tout cas. Après, moi, les situations on va essayer de museler entre guillemets ma parole. C'est comme moi, je diffuse beaucoup sur les réseaux sociaux. Mes médias sont sur Instagram, YouTube et Facebook. J'ai pas de site internet ou de newsletter ou de papier, de version papier ou web. Moi, ce qui va se passer, c'est plutôt comme je vais être vue, par exemple, comme une influenceuse sur les réseaux, je vais être contactée par des entreprises qui vont me demander de faire la promotion de leur entreprise. Et en fait, par exemple, c'est ce qui se passe avec Combini et Brut, en fait, qui paraissent comme étant des médias web. Mais en fait, ils ont énormément de contenu sponsorisé. Alors, des fois, ça apparaît en partenariat avec ou contenu sponsorisé. Et en fait, ils font aussi de la publicité pour des entreprises ou pour, des fois, le gouvernement. Et je pense que... moi, donc, ça m'est déjà arrivé qu'on me contacte pour que je fasse la promotion de contenu vraiment d'une entreprise ou je sais pas quoi, surtout de greenwashing. Et je pense que c'est en fait on peut avoir différents cas de figure, mais après j'ai jamais eu de pression, je pense, comme peut-être il y a pu avoir à Médiacité, vu que c'est plus de l'investigation. Alors la pression, c'est sûr, hein, elle peut exister, mais elle existe, hein, de fait. On est dans de la guerre d'influence. Quand on fait une enquête et qu'on parle de, je sais pas, de la mairie, de la métropole, etc., il va y avoir des pressions dans le sens, non, c'est pas comme ça que ça se passe, on n'est pas d'accord. Enfin, bref, on va se bagarrer un petit peu. Mais ça, c'est inhérent, je pense, au métier de journaliste et au fait de raconter la réalité. Voilà, tout le monde. On va tendance à voir les trains qui arrivent en retard et nos interlocuteurs auront envie qu'on parle plutôt de ceux qui arrivent à l'heure. Et ça va être la difficulté. Après, les vraies pressions, ça va être les pressions économiques. Donc pour éviter ça, nous on a fait le choix dès le départ de
d'être totalement indépendant en termes de finances, c'est-à-dire pas de publicité et pas d'argent reçu de la part des collectivités. Donc les seuls qui puissent nous acheter, pour reprendre le vieux slogan de Mediapart, hein, ce sont nos lecteurs, et nous dépendons entièrement financièrement de nos lecteurs. Donc ça permet justement d'échapper aux pressions qui pourraient être celles des annonceurs, donc des gens qui achèteraient de la publicité sur notre site, ou des collectivités qui, via le biais de subventions ou d'achats de publicité, pourraient aussi être tentées de nous influencer, ou nous pourrions être tentés de nous auto-censurer pour éviter de perdre des financements. Donc le modèle est un peu pur et parfait, il est difficile à tenir, parce que ça veut dire qu'il faut trouver des abonnés, il faut trouver des lecteurs en permanence, et il faut les convaincre de rester avec nous et de s'abonner, mais il permet d'échapper aux influences, aux coups de pression et au risque de censure ou d'autocensure. Oui, c'est sûr que c'est plus facile quand on vend pas trop de pages de publicité à des marques de voitures d'aborder certaines questions peut-être. Et pour revenir sur ce que tu disais aussi sur les propositions que les marques peuvent faire à des youtubeurs, youtubeuses, je pense que ça peut être aussi en lien avec la précarité, dans le sens où finalement, s'il y a des difficultés à vivre de ces productions, on est plus prompt à accepter ce type de propositions. Et je pense qu'on peut aussi le comprendre que certains acceptent de quelquefois être rémunérés par des entreprises ou des associations dans le cadre de différentes activités, parce que ça leur permet aussi de vivre. Avant de passer aux questions dans la salle, je voulais vous demander quels étaient vos conseils pour notre public, pour, selon vous, comment bien s'informer sur les questions climat. Ouais, je pense que comment bien s'informer sur les questions climat, et je pense que c'est des choses peut-être que vous connaissez déjà, hein, mais c'est déjà peut-être peut-être déjà avoir lister tous les médias qui vont parler des questions environnementales. Moi, je conseille vraiment les médias qui sont spécialisés, croiser les informations. Par exemple, moi, quand je prépare un reportage et que je vais essayer de croiser l'information, en fait, c'est un peu travailler comme un ou une journaliste. Donc, croiser les informations, par exemple, sur un sujet en particulier. Quand je prépare mes reportages, je vais aller croiser plein d'articles et je vais aller checker l'information, de voir comment elle est écrite différemment à différents endroits, qui a écrit l'article, quand est-ce que ça a été écrit, et aussi généralement moi, j'ai tendance aussi à stalker un peu, du coup à vérifier sous toutes ces formes qui est la personne. Ça dépend de l'importance de l'information, hein, mais qui a écrit l'article. Et en fonction de cette personne a travaillé là, tiens, elle écrit ça d'habitude. En fait, ça permet de cerner un peu la qualité de l'information, et aussi de voir quelle est l'institution qui est derrière. Est-ce que c'est une institution publique ? Est-ce que c'est une institution qui a des financements d'entreprises ? Je pense que, en fait, malheureusement, on en est à une situation aujourd'hui où il faut faire un travail de journaliste quand on veut accéder à une information journalistique, quoi. Non, effectivement, croiser ses sources et puis les élargir, ne pas en rester aux principaux grands médias, ceux qu'on appelle les médias, et essayer d'aller trouver justement de l'information dans d'autres médias qui sont plus spécialisés. On peut parler de reporters, etc. Il existe quand même une myriade de médias plus spécialisés sur ces questions-là, et qui sont de bonnes sources, et puis effectivement les croiser. Mais après, les médias ont fait aussi, les gros médias, on va dire, ont fait des efforts, hein, sur le sujet. Je regardais, parce que j'avais le souvenir de la création, ça avait été un petit événement, beaucoup de médias en avaient parlé, de la création de la rubrique Planète au Monde. Je n'arrivais plus à me souvenir de quand ça datait. Alors, j'ai recherché le truc, et elle a été créée en 2008. Donc en 2008, Le Monde s'est dit tiens, je vais accorder 2 pages à la planète. Et bon, c'était déjà un gros progrès.
Oui. Je pense que maintenant, la plupart des gros médias ont des journalistes dédiés à ces services et dédiés à l'environnement. On peut aussi citer, c'est Hélène qui nous avait dit ça, avec qui on avait échangé et qui devait être là ce soir, qui avait cité la carte des médias pas pareils, qui a été faite par l'Âge de Fer, dans laquelle on peut retrouver de nombreux médias dits alternatifs, ou en tout cas très variés. On va passer maintenant aux questions dans la salle. Oui, bonsoir Laurent. Je reviens un petit peu au libellé du débat de ce soir. Le monde change, mais rien ne change. Les médias sont-ils aveugles ou muets, pardon. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que pour vous, le monde ne changera que si les acteurs que nous sommes, tous, tout à chacun, citoyens, patrons, décideurs politiques ou autres, avons de l'information? Je vous pose cette question peut-être aussi basique que ça, parce que de mon côté, j'ai l'impression que depuis plus de 30 ans, depuis notamment qu'Internet existe, l'offre n'a jamais été aussi riche. Donc l'information, si chacun d'entre nous veut la trouver, elle existe. Peut-être est-ce plus un problème de sens critique de chacun, savoir prendre du recul et analyser et se faire sa propre opinion. Mais ça existe. Enfin, je veux dire... il suffit de passer un petit peu de temps et on trouve l'information assez facilement. Je trouve qu'on n'a jamais été aussi informé à gauche, à droite, et pourtant, je suis d'accord sur le constat, rien ne change. Donc, est-ce que c'est vraiment l'enjeu d'être informé? J'en suis pas sûr personnellement, et donc j'aimerais avoir votre avis. Ouais, j'en suis pas sûre non plus. Il y a un mois, je faisais de l'éducation aux médias dans un lycée à Montreuil. Et du coup, j'ai introduit la séance en leur demandant quelle était leur connaissance de la situation actuelle et quels étaient les modes d'action auxquels les élèves pensaient pour essayer de faire porter leur voix, essayer de faire changer les choses. Et ils m'ont dit mais madame, on est au courant de tout ça déjà. Et en fait, on peut rien faire. On peut rien faire parce que, ok, on peut essayer on peut arrêter d'aller acheter des fringues chez Primark, mais il faut quand même qu'on s'achète des fringues. Et en fait, nous, on n'a pas les moyens d'aller s'acheter la mode écolo bobo. Et puis nos parents, en fait, ils ont d'autres choses à foutre. Et puis en fait, nous, on est au lycée. Et puis, en fait, je pense que je pense qu'on en revient aussi à la question du début. C'est ok, on a de l'information. Aujourd'hui, on est blindé d'informations, on est saturé d'informations. Mais c'est quelle est la qualité de cette information? On a de l'information, surtout, je dirais, publicitaire et de divertissement. Et je pense que, j'en parlais avec un ami tout à l'heure. Par exemple, moi, ça fait depuis que j'ai 18-19 ans que je m'interroge sur tout ça. Maintenant, j'en ai 30. Et en fait, j'ai maturé ça pendant des années et des années pour en arriver aujourd'hui à une certaine radicalité dans mon mode d'action pour essayer de faire en sorte que les choses changent. Et encore, je suis très privilégiée. J'ai la possibilité d'avoir fait un virage radical dans ma vie. Je pense que c'est pas possible pour la majorité des gens. Enfin, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas possible de changer. Ils savent pas comment faire, même s'ils ont l'information. Et c'est après de quel type d'information on veut transmettre. Et quel type d'information, ça veut dire de quelle écologie on parle. Est-ce qu'on parle d'écologie libérale? Est-ce qu'on parle d'écologie radicale? Qu'est-ce qu'on veut? Et donc, je pense que c'est aussi, en termes de qualité d'info. Et en fait, c'est ça aussi qui nous fait travailler sur nos convictions. En fait, l'information, une fois qu'on l'a, il faut qu'on l'intègre, qu'on en fasse nos valeurs. Donc, c'est un process qui est assez long. Et je pense que c'est aussi la finesse du discours et des débats qui peuvent faire changer quelque chose. Mais si c'est de l'information mitraillette qui n'est absolument pas analysée, non, je pense que ça peut pas. Enfin, les gens n'auront pas spécialement. Les gens vont changer. C'est surtout pour moi le système qui va changer. Et après, je pense que c'est pas qu'une question d'information. Je pense qu'on est dans des enjeux aussi de pouvoir et de domination. Je pense que les décisionnaires sont tout à fait au courant de la situation. Mais pourquoi changer? Ça les intéresse pas. Eux, ils vont très bien en fait. Donc je pense qu'il y a aussi ces enjeux-là, au-delà juste de la diffusion de l'info. D'accord avec vous sur le fait que l'information existe, qu'elle est là, qu'elle est nombreuse. Après, c'est effectivement, est-ce que c'est de la responsabilité des médias maintenant? Il faut que chacun
je dis pas qu'ils n'ont pas de responsabilité, mais il faut aussi que chacun se saisisse de l'information. Finalement, c'est ce qui était montré un petit peu à la fin dans cette émission. Lui, le personnage dont j'ai oublié le nom, donnait l'information. Simplement, personne ne voulait l'écouter. Mais l'information était donnée et était disponible. Oui, on m'entend, oui. Oui, moi je pense que les médias ont effectivement une très grande responsabilité parce que tout ce que l'information que tout à chacun peut recevoir passe forcément par les médias, sauf connaissance directe, ce qui est assez rare. Donc moi je voudrais revenir sur la deuxième partie du titre. Là, les médias sont-ils aveugles ou muets ? Moi je pense qu'ils sont ni l'un ni l'autre, ils sont juste bâillonnés, ils sont juste coincés entre le plafond qu'ils ont au-dessus et le plancher qu'ils ont en dessous. Alors le plafond au-dessus, c'est le pouvoir, ce sont les décisionnaires, ce sont les propriétaires des médias. Je parle des grands médias, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de petits médias ou des médias alternatifs comme Alternative économique qui sont engagés et ont des discours beaucoup plus intéressants et beaucoup plus analysés. Mais je parle des grands médias qui touchent le grand public. Ils sont coincés donc par au-dessus, puisque ceux qui les possèdent n'ont pas du tout intérêt à ce que le système change. Au contraire, il faut relancer le tourisme, il faut relancer l'aviation, il faut relancer la consommation, il faut la croissance. Donc ça ne bougera pas par au-dessus. Et par en dessous, c'est l'audimat. C'est l'audimat qui les tient et c'est l'audimat qui va décider en fait du prix des encarts publicitaires qui les font vivre également. Donc, ils n'ont pas intérêt à se mettre à dos l'audimat. Et l'audimat n'a pas envie d'entendre des messages trop négatifs par rapport à son train de vie. Actuellement, avec l'écologie, le problème qui se pose, c'est que la croissance verte, les énergies alternatives, les petits gestes, ça, on en parle beaucoup dans les médias, mais ce n'est pas suffisant pour que ça change. Il faut quand même aborder le problème de la sobriété, voire le problème de la décroissance. On est obligé d'y passer, tous les gens qui ont un petit peu analysé la question le savent. Et ça, l'auditeur n'a pas envie d'entendre qu'il faut qu'il baisse son train de vie. Donc les médias, je voudrais avoir votre avis sur ce point-là, ils sont coincés donc entre les auditeurs et les décisionnaires, et c'est un petit peu ce qui explique le manque de profondeur des analyses qu'ils nous proposent. Je voudrais votre avis, s'il vous plaît. Moi, oui, en un sens, je le partage. Ils sont coincés. Ils sont aussi un peu coincés comme tout le monde, quoi. On en est tous un peu là. Alors certes, c'est pas le plafond des dirigeants et le plancher de l'audimat, mais on est tous coincés avec nos contradictions, ce qu'on a envie d'entendre et ce qu'on sait au fond de nous être vrai. Et est-ce qu'on a envie de véritablement s'y confronter ? Les médias sont dans la même logique comme le monde politique, comme d'autres sociétés finalement. Est-ce qu'on est prêt à voir véritablement ce qui arrive et à se coltiner avec? Pas sûr. Bonjour. Une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez du slogan qui dit « l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage » ? Ouais, je pense que ce slogan, il est un peu en lien aussi avec ce qui était dit avant par rapport au fait qu'il y ait une parole qui soit bâillonnée dans les grands médias. Ce slogan, c'est un écologiste d'Amérique du Sud, je ne me souviens plus quel pays, qui avait exprimé cette phrase en expliquant que oui, il est fondamental de croiser l'écologie avec... en fait, que derrière l'écologie, il y a tout un pan systémique. C'est le système qu'on interroge, donc les questions féministes, les questions de discrimination raciale, sociale, et qu'en effet, à quoi bon sauver, je dirais, la civilisation humaine si finalement les discriminations de genre, de race et de classe sont toujours présentes. C'est une vraie question.
pour moi, en tout cas, l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que c'est ça aussi, pour moi, c'est ça qui devrait être posé, en tout cas dans les grands médias. Mais après, c'est vrai que les grands médias, on le voit aujourd'hui, par exemple, quand c'était sur le plateau de Pascal Praud, CNews, et je sais plus quelle militante écologiste était venue sur le plateau, et elle était atterrée. Claire Nouvian, je crois, non ? Comment ? C'était avec Claire Nouvian, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, elle était atterrée parce que justement, elle était là pour parler de la question de la catastrophe climatique. Et il y avait Elisabeth Lévy et Pascal Praud qui se moquaient d'elle. Enfin, c'était indécent. Et en fait, c'est clairement, on assiste à une confrontation idéologique monstre. Après, c'est justement, quand on est face à cette situation, c'est un peu par rapport à l'anxiété. Une situation anxiogène, une situation qui paraît bloquée par rapport aux grands médias, qu'est-ce qu'on fait ? Après, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire que les personnes qui sont au sein des médias, en fait, elles peuvent aussi déserter. Elles peuvent dire, mais je refuse de travailler pour ça. En fait, on a, entre guillemets, alors ok, on peut se retrouver dans une forme de précarité, après, ça a géré, mais on peut aussi refuser ça. On peut passer, faire des modes d'action, on peut essayer de saboter certains plateaux en faisant intervenir, comme on voyait, des personnes qui ont un autre discours. On peut essayer de filouter. En fait, au bout d'un moment, il faut avoir des modes d'action, je dirais un peu plus de désobéissance. Je pense que c'était plus en lien avec le débat d'hier soir, du coup. Et c'est à nous aussi, citoyens, citoyennes, de se dire à un moment, mais si on n'est pas content, créons autre chose. Et essayons de... mais voilà, après, c'est passé dans une forme de militance collective ou individuelle et ne plus juste être... je dirais, destinataire de l'information. C'est se saisir de ce sujet et d'essayer de créer autre chose. Une dernière question. Ouais, j'avais juste une dernière. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était très, très, très éclairant à tous les deux. Moi, il n'y a pas longtemps, j'allais sur des sites internet pour lire des articles. J'ai eu un accès refusé, je devais payer 2 € parce que j'ai pas accepté les cookies ou une chose comme ça. Ça m'a fait un peu rire parce que je me suis demandé, mais en fait, là maintenant on est dans de la récolte de données pour les médias web notamment, récolte de données personnelles pour orienter les pubs, etc. dans les logiques financières. Et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, mais en fait, ils me demandent de payer pour les données que je leur donne pas. et au final, on est tous, c'est ça en fait, et on est tous en train de donner, des données perso là pour pouvoir accéder à certaines infos, en tout cas, il y a une économie de ça qui est non négligeable pour certains sites. Et en fait, je me suis dit que moi, ça me dérangeait pas, ça me dérangerait pas de payer finalement pour avoir une info de qualité. Je veux dire, est-ce que c'est pas ça aussi le problème avec cette orientation de l'information, etc. Parce que moi, il y a pas longtemps, je me suis abonné à Blast, des choses comme ça. J'essaye, je sais pas. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui pourrait, un peu comme le même problème, je fais le parallèle avec l'agriculture par exemple, comme les AMAP, d'avoir une espèce de sécurité pour les journalistes, d'avoir une certaine, qui leur permet d'avoir une souveraineté financière, pour qu'ils soient pérennes. Alors, je souscris complètement à ce discours. Nous, c'est le choix qu'on a fait, à Médiacité, c'est de se dire... vos données ne nous intéressent pas. En tout cas, vos données, c'est l'argent que vous ne payez pas pour vous abonner ou pour acheter un article. En fait, c'est juste ça. Donc, nous, on veut pas de vos données. On veut instaurer un lien avec le lecteur, un lien de confiance qui passe, certes, par une transaction, parce que produire de l'information, ce qu'on disait tout à l'heure, passer 3 semaines sur une enquête, etc., ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et si on veut être indépendant, il faut rentrer dans ce système de l'abonnement. C'est ce qui permet l'indépendance. Ça évite de dépendre de la publicité, ça évite de dépendre d'institutions qui subventionneraient le média. Donc ça, oui, tout à fait. Allons-y. Abonnez-vous. Ouais, justement, je pourrais rajouter là-dessus, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de médias, en effet, qui fonctionnent sur les dons. Et l'occurrence, moi aussi, je fonctionne avec les dons. Je fais des piges de temps en temps, mais c'est surtout les dons des abonnés qui vont regarder les reportages.
Et je pense qu'il y a aussi par rapport au bâillonnement de la presse et au bâillonnage, le fait que la presse soit bâillonnée et le fait qu'on est... Ah, ça marche pas. Ah oui. Ok, merci. Oui, ça remarche, c'est bon. Je pense que ce qui est fondamental aussi, c'est de se réapproprier les médias. Ouais, c'est se réapproprier les médias. Et du coup, comme petit pas, n'hésitez pas, si vous avez envie de favoriser la presse indépendante et les médias libres, n'hésitez pas à acheter l'information. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir du contenu tout gratuit, mais il y avait l'adage, je ne sais plus lequel, mais quand on ne paye pas quelque chose, qui est-ce qui est le produit ? Souvent, c'est nous. Donc peut-être, justement, un petit pas, ça peut être de vous abonner à différents médias et de donner aux cagnottes des médias indépendants. Voilà, donc on finit sur un bon conseil. Bien, c'est la fin de ce débat. Merci Benjamin, Victoria, merci à vous. Ce débat est suivi d'un petit moment convivial dans le hall pour ceux qui souhaiteraient continuer les échanges de manière un peu plus informelle. Vous êtes priés de ne rien laisser derrière vous par rapport au protocole sanitaire. Et vous pourrez remplir à la sortie un formulaire pour donner votre avis sur le festival. Et n'hésitez pas à suivre le festival Transition sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'édition de l'année prochaine. Au revoir.